Bonjour tout le monde. Merci. Lourde tâche qui m'a été confiée de synthétiser cette journée très riche, foisonnante. J'ai pas pu assister à tout par ailleurs. Les ateliers en parallèle, j'ai fait un choix. Donc ça pourra pas être exhaustif, ça pourra pas représenter tout ce qu'on s'est échangé aujourd'hui. Je m'en excuse d'avance. Et puis c'est très situé forcément, c'est ma lecture, ma perception. Voilà, donc pour introduire ça. Donc je voudrais quand même remercier les organisateurs, organisatrices, Julia Charbonnier en particulier, pour tout ce qu'elle a fait, tout ce que vous avez fait, les intervenants, les intervenantes, les participants, vous tous et toutes, pour vos apports à cette journée, comme je l'ai dit, très riche, qui pour moi, et ça c'est un des premiers points que je voudrais aborder en introduisant mon propos, souligne le rôle incontournable de l'action de première ligne, qu'elle soit associative, clinique ou directement issue des pratiques des premiers et des premières concernés. Et les chercheurs ont par ailleurs un rôle à jouer là-dedans. C'est un rôle incontournable, il me semble, et on l'a vu, et c'était répété plusieurs fois dans la journée, autour de la notion d'empowerment des personnes vivant avec le VIH sur leur santé sexuelle et affective et sexuelle. Cette action associative de première ligne et plus large, elle a été créative, elle le reste, et on l'a vu toute la journée, en particulier dans le contexte Covid. On a vu tout ce qui a pu se faire et ce qui se fait en ligne, le redéploiement des actions en ligne. On a vu, et je cite quelques exemples, mais les stages d'autodéfense organisés par Action Traitement, des week-ends santé de aide, enfin des initiatives, il y en a plein, et il continue à y en avoir plein, et c'est toujours réjouissant et excitant de voir cette dynamique autour de ce qui se passe sur le terrain. Et puis il y a aussi des dynamiques à créer, et je pense que ça a été souligné dans la journée, autour de la question des violences en particulier et du consentement, mais aussi autour du vieillir avec le VIH, dans le contexte de la vie affective et sexuelle. Je trouve que ce que témoigne cette journée de manière transversale, c'est qu'on est toujours dans une question fondamentale de la lutte contre le sida, qui est de passer de l'expérience individuelle à l'expertise collective, et que c'est toujours un enjeu politique. Dans un contexte, par ailleurs, où le système de santé est en crise, il est patiemment longuement malheureusement détricoté par les réformes néolibérales régulières, mais aussi par le retour de l'ordre moral. On l'a vu avec la controverse autour du planning familial cet été. Et puis, je dirais, pour faire un bon mot, mais qui n'en est pas un, que c'est pas la fin de l'abondance, comme diraient certains, pour les acteurs de terrain. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu d'abondance pour l'action de terrain, il me semble, et parce que il me semble aussi que la société risque de payer très cher le délaissement de la prévention et de la santé communautaire. Donc tout ça, c'était pour introduire mon propos. Je l'ai organisé de manière un peu... Je suis sociologue, du coup, j'essaie d'organiser les choses avec trois balises et puis 5 enjeux. Donc, je vais les faire l'une après l'autre. J'ai pris des notes de tout ça, donc je pourrais vous les transmettre aussi s'il y en a qui veulent relire ça de plus près. Première balise, la question de l'indétectabilité, de la fin du sida, dont on a peu parlé en fait aujourd'hui, et qui a quand même été une thématique des 10 dernières années, et puis aussi de la thématique connexe de la PrEP. Point important, il me semble, que vous avez amené, est-ce que ça passe nécessairement par la mise sous silence des vécus et de la parole des personnes vivant avec le VIH ? Il me semble que bien sûr que non, vous l'avez prouvé, mais que c'est un enjeu majeur de nos stratégies individuelles et collectives. Indétectable, ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus voir le VIH, qu'on ne veut plus entendre parler du VIH, et c'est très important, à mon avis, de le rappeler dans ce genre de journée. Et par ailleurs, il me semble qu'il est essentiel de nous repencher collectivement sur ce que Didier Ribon appelle nos vies hantées, c'est-à-dire hantées par la disparition de nos proches qui sont morts et mortes du sida, et par la place incontournable du VIH dans les vies des populations minorisées, les gays en particulier, mais pas les seuls. Et à ce titre-là, je pense qu'on a vraiment besoin d'histoire, on a besoin d'historiens et d'historiennes pour nous aider aussi à penser ces enjeux de la place de cette mémoire collective et individuelle. C'était ma première balise. Deuxième balise, et je pense que ça a été bien souligné ce matin, en particulier dans les 2 interventions introductives par les 2 Michel, les invariants et les changements profonds. Alors les changements profonds, je ne vais pas les retracer. Michel Borrelli les a très bien illustrés à travers son diaporama. Je voudrais, moi, revenir plutôt sur les invariants qui sont, à mon sens, très préoccupants. Le premier, c'est la peur de transmettre et la culpabilité qui contraint fortement l'épanouissement sexuel et affectif de beaucoup encore de personnes vivant avec le VIH. Et ça, je pense, c'est un élément fort qui a été beaucoup discuté aujourd'hui. Je pense qu'il est essentiel. Deuxième invariant, malheureusement triste, c'est la sérophobie sous toutes ses formes, vécue, anticipée, intériorisée, qu'elle soit sous forme d'insultes, de mauvais traitements, de renoncement aux soins, et qui, par ailleurs, s'articule à d'autres formes de discrimination, de racisme, de sexisme, d'homophobie, de transphobie. Et malheureusement, la sérophobie reste une dimension fondamentale de l'expérience de la vie avec le VIH. Vous l'avez très bien expliqué. Pour moi, ces invariants-là, ces 2 gros invariants devraient être
encore plus des enjeux de recherche et d'action, et pourquoi pas de recherche-action. Et ces recherches-là, elles ont leur place dans nos laboratoires, et en particulier, je prêche pour ma paroisse, au CESTIM, on a envie de continuer à travailler sur ces enjeux, mais il y a d'autres endroits où ça se fait, et je pense que c'est important que la recherche puisse se mettre aussi au service de l'action dans ce cadre-là. Troisième balise, qui m'est apparue de manière un peu transversale et qui concerne peut-être plus les gays dans les présentations de la matinée en particulier, c'est qu'on a tendance, dans le domaine du VIH, à gouverner, ce que j'appellerais gouverner par les crises. Alors gouverner l'action publique, c'est-à-dire mener des actions, mettre en place des financements, et on le fait malheureusement, il me semble, un peu trop par les crises. Alors peut-être que la crise du sida des années 80 a formaté nos manières d'envisager les enjeux de santé publique. On en a parlé, Michel Ohayon en a bien parlé, la question du bareback, la question du chemsex, dont Sandrine a parlé aussi, mais aussi plus récemment monkeypox. Alors le gouvernement par la crise a un côté positif, on l'a vu autour de monkeypox, du côté communautaire, la réactivité, les réseaux d'entraide qui sont mis en place très vite et qui ont fait un travail formidable. Mais par contre, la contrepartie négative, il me semble, qui est majeure, c'est que la crise, elle nous empêche sans doute, souvent, d'organiser l'accompagnement global et durable de la santé des gays et des autres, d'ailleurs. Mais aussi, aussi parce qu'elle passe, le gouvernement par la crise, c'est aussi des financements fléchés sur les crises infectieuses, au détriment d'autres enjeux, comme la santé mentale, par exemple. Voilà, j'en arrête là sur les balises, mais il me semble qu'il y avait un intérêt à les repositionner, ce qui me paraissait des points de transversalité dans la journée. Alors j'ai 5 enjeux maintenant à vous présenter. Le premier enjeu, c'est la question, j'ai appelé ça la question du risque et de la définition du risque, et finalement de quoi se protège-t-on ? Le risque, on l'a vu aussi tout au long de la journée, il est présent dans le champ de la sexualité. On parle de risque d'infection, de violence, d'addiction, mais aussi le risque de rejet par les autres, l'image du corps, tout ce qui tourne autour du corps, du désir, de la sexualité, peut être marqué par des formes de risque psychosocial aussi. Le risque, il est aussi présent dans le monde social, évidemment, j'en ai parlé, les discriminations, le racisme, le sexisme, la transphobie, l'homophobie, qui continuent aussi à structurer l'expérience de beaucoup de personnes vivant avec le VIH. Et puis le risque, et vous l'avez dit, il est aussi dans les relations intimes, affectives et sexuelles, et c'est la difficile question de la confiance et du consentement qu'on a abordé dans un des ateliers de l'après-midi, et qui me semble une question fondamentale sur laquelle on doit se pencher collectivement. Il me semble que ces différentes dimensions du risque, et c'est aussi pour ça que je voulais les présenter de manière un peu différenciée, elles percutent les conceptions étroites qui, malheureusement, irriguent encore trop souvent la santé publique et plus largement la société. Je pense qu'il faut, il me semble, et c'était un des plaidoyers forts, je crois, de Michel Ohayon ce matin, sortir d'un principe de précaution assez intangible et qui s'imposerait pour s'intéresser aux stratégies, aux approches, aux stratégies de réduction des risques qui sont élaborées par les premiers et les premières concernés. Je vais vite, je m'excuse, mais comme je disais, j'ai pris des notes que je peux partager. Deuxième enjeu, il me semble, on a un intérêt, je vais essayer de m'en expliquer, à mieux conscientiser nos cultures sexuelles, au sens très large, et ça ne concerne pas que les gays, même si on a beaucoup parlé des gays, notamment ce matin. Alors, on a parlé du chemsex, et Sandrine a fait une intervention passionnante à ce sujet. Michel Ohayon a parlé des enjeux de sérochoix. En fait, il ne l'a pas nommé comme ça, mais je récupère un terme des années 2000-2010. C'est le sérochoix, la séroadaptation, et plus largement de nos cultures de prévention, qui font partie de la culture des cultures sexuelles. Et ces cultures, elles restent largement, il me semble, largement impensées. Elles se parlent peu, finalement. On parle beaucoup de cul, mais peut-être pas tellement de culture de sexualité. Elles sont finalement assez peu transmises d'une génération à l'autre, ou d'un groupe social à l'autre, même s'il y a tout un tas d'initiatives associatives dont j'ai parlé précédemment qui s'y attellent. Alors, il me semble là aussi que si on lève la chape de plomb du risque zéro de la santé publique, on peut ouvrir des espaces de créativité collective, individuelle et collective même, là aussi à partir d'approches en termes de réduction des risques et pas simplement en termes de risque zéro. Et puis sans oublier, bien entendu, je le répète, mais je pense que c'est important de le répéter, ces enjeux massifs que constituent les violences sexuelles et les cultures du consentement qui font partie de nos cultures sexuelles. Il me semble qu'à travers ça a été un petit peu discuté dans la table ronde de ce début d'après-midi sur les violences, on a des inspirations, on a des guides, on a des interlocutrices évidentes qui sont les militantes féministes. Et ça fait longtemps que beaucoup d'entre nous le disent, la lutte contre le sida gagnerait et gagne toujours à dialoguer avec d'autres mouvements sociaux, en particulier le féminisme sur ces questions. Et je trouve que ce qui s'est joué cet été avec le planning familial pourrait être le point de départ de quelque chose de plus intéressant, de plus large. Et pas simplement réactif à l'ordre moral, mais aussi construire ensemble des choses qui nous servent. Troisième enjeu que je voulais souligner avec vous, c'est la place de la parole et des mots.
Alors, je me suis amusé tout à l'heure à dresser un peu un champ lexical tout à fait, pas du tout exhaustif de la communauté VIH, qui est un champ très vaste. On parle de séropo, bien sûr, d'indétectabilité, d'intransmissibilité, de séro-interrogatif, de personnes séro-concernées, de sérophobie, de séro-solidarité, de séro-choix, de séro-fierté. Bref, on en crée toujours, et je trouve ça passionnant de voir aussi ce foisonnement lexical. Mais ces termes, ils sont importants pour nous parce qu'ils délimitent les espaces du pensable et du dissible. C'est la façon dont on va se dire, dont on peut se dire aux autres, mais aussi, malheureusement, trop souvent, de l'indicible, parce qu'on reste là dans un langage relativement expert. On en a parlé à l'atelier sur l'indétectabilité. En dehors de nos milieux, malheureusement, en tout cas de la communauté VIH, on reste quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de l'incommunicabilité ou de la difficulté à communiquer, de ce que ça veut dire et de ce que ça implique pour les uns, les unes et les autres. Se dire et dire qui on est, ça reste des enjeux politiques et stratégiques majeurs et sur lesquels, à mon sens, il y a des chantiers à développer entre militants et chercheurs et aussi professionnels de santé. Alors, je ressors cette idée de mon chapeau parce que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça, mais il y a une époque où on faisait des états généraux des personnes vivant avec le VIH. J'ai l'impression que ça fait longtemps, en tout cas, qu'il n'y a pas eu d'initiative de ce genre. Et peut-être qu'il y aurait une nécessité de se mettre à jour, de repartir sur une base commune, sur les besoins, les réalités, les revendications collectives. Quatrième et cinquième enjeu, je vais aller peut-être un peu plus, ce sera plus court pour le coup. Enjeu numéro 4, c'est la question des relations affectives et sexuelles, et donc aussi nécessairement la question de la solitude, dont on a parlé dans cette journée. Dans ce cadre, et là je vais prendre plutôt mes lunettes de chercheur, nos enquêtes, en particulier quantitatives, elles nous aident à comprendre ce qui se joue, ce qui se passe, mais elles souffrent aussi parfois de leurs limites intrinsèques. C'est-à-dire que les catégories de recherche, quand elles essayent de comprendre ce que c'est un partenaire stable, des fois elles écartent aussi, elles écrasent la complexité du réel. Et il me semble que là-dessus, on a du travail à faire, on a du travail de dialogue à faire collectif pour comprendre comment peut-être mieux poser les questions, peut-être compléter nos dispositifs d'enquête par des dispositifs plus qualitatifs. Je suis un qualitativiste, moi j'y crois. Je pense que c'est important de cette mixité des approches. Deuxième élément qui a été un peu implicite dans la journée, c'est la place de l'amitié et des réseaux de soutien, qui sont, à mon sens, des dimensions très importantes et dont on doit parler quand on parle de vie sexuelle et affective des personnes vivant avec le VIH. Puis enfin, j'ai pas pu assister à l'atelier malheureusement, vivre avec, vieillir avec, dans le cadre des relations affectives et sexuelles, c'est un enjeu, un chantier majeur sur lequel on doit tous et toutes être impliqués. L'enquête VESPA 3, dont Michel Bourrelli a parlé ce matin, va nous permettre d'éclairer un certain nombre de choses là-dessus. Mais il y a aussi des ateliers, des initiatives associatives qui sont passionnantes et il va falloir là aussi continuer à dialoguer. Cinquième enjeu que je voulais faire remonter de cette journée, selon moi, c'est la place des émotions et des sentiments dans nos discours sur la vie affective et sexuelle des personnes vivant avec le VIH. On en a un peu parlé, c'est sorti par moments. On a parlé de colère, on a parlé de joie, d'espoir, mais aussi de désespoir, de deuil, de honte, mais aussi de fierté. Et il me semble que ces émotions-là, elles doivent être présentes. C'est pas parce que d'ailleurs on fait de la recherche qu'on doit les évacuer, bien au contraire. Elles font partie de la vie, elles font partie de ce qui nous anime, elles font partie aussi de ce qui fait qu'on milite, qu'on s'engage. Et il y a peut-être là-dessus une tension entre l'activisme, l'engagement et l'objectivation par la recherche. Et c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, doit faire partie des choses qu'on doit travailler ensemble. Et là encore, les travaux qualitatifs complémentaires aux travaux quantitatifs, notamment, peuvent nous aider à penser tout ça de manière intégrée, de manière constructive. Bon, désolé, je vais vite. J'arrive à ma conclusion. Je pense que ce que montre cette journée, parmi beaucoup d'autres choses passionnantes, c'est que la vie affective et sexuelle des personnes vivant avec le VIH, c'est pas une réalité monolithique, loin de là. Il y a des enjeux de génération, on en a parlé, des enjeux de couleur de peau et de racisme qui interviennent, des enjeux d'orientation sexuelle, de genre, de classe sociale, et on a grand besoin d'une lecture intersectionnelle de tout ça. J'utilise le terme à dessein, il n'est pas toujours aux bonnes cotes, mais en sociologie, on pense qu'il est important de l'utiliser. Comment les différentes formes d'oppression s'articulent, se croisent, et comment les comprendre nous aide à comprendre le réel. On a besoin aussi, et c'est important d'essayer à partir de ça, de diversifier l'offre de santé, diversifier les portes d'entrée pour les personnes, et de travailler sur les impensés qu'on peut tous et toutes avoir. Impensés hétéronormatifs, on en a parlé tout à l'heure aussi dans un atelier OGT, et les impensés aussi qui sont liés au racisme structurel. Impensés des intervenants, des militants, mais aussi des chercheurs.
Je trouve aussi, et je suis dans mon moment plaidoyer, mais qu'il est important de promouvoir des recherches pluridisciplinaires et communautaires. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire au CESTIM, pour éclairer ces différentes dimensions de l'intersectionnalité des réalités auxquelles font face les personnes vivant avec le VIH. Enfin, je voulais quand même terminer sur une note d'espoir, parce que j'ai entendu ce matin Pascal qui est intervenu pour dire qu'il n'y avait plus trop de solidarité, que c'était quand même plus difficile, en tout cas de son point de vue, et je trouve ça tout à fait important qu'il l'ait dit et respectable de l'entendre. Et il me semble quand même, moi je trouve qu'il y a un peu d'espoir, on est quand même ici très nombreux et nombreuses, il y a du monde en ligne, et pour moi, la lutte contre le sida reste un laboratoire d'expérimentation sociale plus. Franchement, on doit être fiers de ça, on doit l'entretenir et on doit le faire vivre collectivement, alors pourquoi pas dans le cadre d'états généraux ou autres formes à trouver. Et en tout cas, il me semble que là-dessus, on représente un espoir, et cette journée, la participation nombreuse représente un espoir. Il me semble aussi que la solidarité et l'entraide ne sont pas morts, et je trouve que ce qui s'est passé autour de Monkeypox, ce qui se passe autour de Monkeypox, même si ça, c'est plutôt du côté communautaire, disons-le, révèle qu'il se passe des choses, il peut se passer des choses très fortes en termes d'autosupport, d'entraide, de soutien très spontané, et que voilà, ça existe encore, et les communautés continuent à être porteuses de ça. Alors bien sûr, il y a des impensés, tout ça, en réalité, en particulier autour de Monkeypox, c'était très centré sur une seule communauté, et en même temps, c'était celle qui était la plus touchée. Et puis on a aussi peut-être moins pensé qu'on aurait dû la solidarité internationale, les enjeux autour du vaccin, autour de Monkeypox, mais bon, on a encore du temps pour le faire. Je voudrais terminer aussi une note d'espoir, alors à l'échelle de ma paroisse, mais nous, au CESTIM, on forme, et ailleurs, on forme la nouvelle génération de jeunes chercheurs, et c'est des gens qui sont engagés, qui sont concernés, souvent, et qui sont prêts, et je peux le dire parce que je discute avec eux quotidiennement, qui sont prêts à essayer de bousculer les codes, à la fois de la manière de faire de la recherche, de la manière de penser la restitution de la recherche, et puis c'est des gens qui sont, pour ceux avec qui je travaille, qui sont prêts à essayer de changer le monde avec vous et avec nous, et pour moi, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je me dis, c'est là aussi, la lutte contre le sida reste un laboratoire d'expérimentation et de transformation sociale. Donc voilà, je terminerai en disant, on a encore, à mon avis, beaucoup de choses à faire ensemble. Merci beaucoup de m'avoir invité, merci de m'avoir écouté, et puis à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup, Gabriel. Je vais aller très vite. Je dois reconnaître qu'il est difficile de s'exprimer après Gabriel, après une intervention si riche et intéressante, et qui a apporté de nombreux éléments d'analyse des perspectives. Encore une fois, merci à vous toutes et vous tous, intervenants et participants pour cette journée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à assister au colloque que nous avons eu à préparer la journée. La richesse des interventions et des échanges nous a renforcés dans l'idée de considérer la vie affective et sexuelle des PV-VIH comme un élément essentiel de leur vie. Cette journée nous a montré la nécessité et l'utilité que joue la fonction d'observatoire. En France, il n'y a pas de lieu unique, mais cela nécessite donc une meilleure coordination et une plus grande participation des PV-VIH. Je suis certaine que vous avez pu identifier, et comme l'a dit tout à l'heure aussi Gabriel, au cours de cette journée, une ou deux initiatives qui pourront être reprises ou généralisées par les différents acteurs. C'est pour cela qu'on vous donne rendez-vous dans un an. On espère vous revoir aussi nombreux. Avant cela, deux petites choses. Nous organisons un webinaire le 21 novembre, donc lundi 21 novembre de 18h30 à 20h30 sur la thématique de l'indétectabilité de nouveau. Donc le webinaire aura pour intitulé VIH indétectabilité, quand la science avance plus vite que les mentalités, pourquoi autant de discrimination? Donc notez-le bien dans votre agenda et on espère vous voir nombreux et nombreuses à ce webinaire. Et enfin, un dernier mot encore. Donc si vous avez quelques minutes, 2 petites minutes, n'hésitez pas à évaluer s'il vous plaît ce colloque. Vous avez un QR code derrière le programme, donc ça prend 2 minutes et ça nous permettra encore de nous améliorer pour l'année prochaine. Merci.